Si on arrive à notre but, c'est clair que le déconfinement peut se faire de manière intelligente, dans la mesure encore où le ministère de la Santé lâche les données et nous montre les statistiques. Dominique ? Oui, bonjour Cathy, bonjour Olivier, vous m'entendez ? Ben Oui, là, on vous vous entend entend très très bien. bien, On ne vous voit Dominique. plus, mais on vous entend. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce que je dis qui est important. Exactement. Alors, Alors. Dominique, on essaye de voir avec vous ces protocoles concernant donc le Covid-19. On a vu qu'il existait de nombreux traitements en fait. À chaque fois, on entend parler d'un nouveau traitement. Est-ce qu'il existe en Israël un protocole pour tous les hôpitaux où chaque hôpital peut décider du protocole qu'il veut? Il y a un protocole qui a été distribué par le ministère d'Abrout, le ministère de la Santé, qui est une variante du traitement de Raoul Didier, du professeur Raoul Didier, qui donne de l'hydrochloroquine avec de l'azénil. Parce que vous m'avez demandé de parler aujourd'hui, j'ai commencé un peu à lever le téléphone et à voir où ça en est. Et j'étais très surprise de voir que ça s'est très bien étendu. Les gens font des variantes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font... Si vous prenez Mahané Aïchoua, ils font exactement ce qu'a dit Raoul Didier. Si vous prenez Barzilai, ils font la variante que le ministère d'Abrout a donnée, c'est-à-dire que les doses ne sont pas les mêmes. Mais grosso modo, le traitement par hydrochloroquine et azénil est rentré. Il est rentré aussi à Tel HaShomer. Par exemple, à Shaare Zedek, il donne pas vraiment l'azénil. Il décide à qui oui le donner, à qui non le donner. Mais en grand, le traitement est rentré. Après, s'il voit que ça marche pas bien, il rajoute à la place de l'azénil du Kaletra, qui est un médicament contre le virus du sida. Et puis après, il y a toutes les autres possibilités qui sont les immunoglobulines dont vous avez entendu parler, qui sont les anticorps des gens qui se sont améliorés, qu'on donne aux malades qui sont relativement graves pour essayer de donner, de lutter contre le virus. Et puis tous les médicaments qui sont un peu plus nissionimes, comme on dit, qui sont expérimentaux plus, qui sont des médicaments antiviraux, les cellules souches, qu'est-ce que j'oublie encore? Il y a aussi bien entendu le Remdesivir, qui est le médicament contre l'Ebola qu'on donne aux malades graves, qui est dur à avoir, qui n'est pas sûr combien il aide et qui a énormément d'effets secondaires. Il y a eu un article sur lui sur le New England. Alors, il y a des hôpitaux qui l'aiment beaucoup, il y a des hôpitaux qui l'aiment moins. Mais dans le New England, il y a eu un article qui a montré que peut-être il aide, mais ça a été tout ce qu'on a critiqué le professeur Raoul, à savoir que tout ce qu'il écrit et tout ce qu'il fait n'est pas en double aveugle, randomisé, etc. C'est la même chose pour le Remdesivir qu'ils ont mis dans le New England, qui est considéré comme la crème des crèmes en littérature médicale. Alors, vous voyez, mais je pense que, en grosso modo, on peut dire que l'azénil et l'hydrochloroquine sont bien rentrés. Chose dont je suis personnellement très contente. J'ai quelques chiffres, si vous voulez entendre. Bien sûr. D'abord, il y a que quelques jours, le 19 avril, le ministère d'Abrout a daigné nous donner des chiffres. Vous savez qu'il garde ça secret, c'est-à-dire que c'est leur donné à eux, et il y a eu toute une manifestation des chefs de service avec une lettre qui a été écrite à Moshe Bar-Simantov en disant ça suffit, donnez-nous les données, nous en fonction de ça, on peut prendre des décisions. C'est pas eux qui prennent des décisions, par exemple, pour le déconfinement, mais c'est clair que toutes ces données sont très importantes pour prendre des décisions de large envergure, et le ministère d'Abrout ne les libère pas. Alors, il y a quelques jours, le 19 avril, à l'époque, il y avait 174 morts, là, on a dépassé les 200, mais sur 174 morts, le nombre de morts sous l'âge de 60 ans était de 6, le nombre de morts entre 60 et 70 ans était de 1%, entre 70 et 80 de 6%, entre 80 et 90 ans de 15%, et au-dessus de 90 ans de 25%. Maintenant, si vous prenez, j'ai fait simplement un peu de mes devoirs et j'ai appelé les gens que je connais mieux. Par exemple, à Mahané Aïchoua, ils ont eu 200
personnes hospitalisées. Maintenant, si vous prenez la mortalité sur les gens hospitalisés, c'est bien sûr pas les mêmes chiffres que vous avez dans la communauté, que vous savez que plus de 85% des gens le passent sans avoir pratiquement de maladie, oui. Alors, si vous prenez à Manéchoua, ils ont eu 200 hospitalisés. Sur ces 200 hospitalisés, ils ont eu 6 morts. Si vous prenez à Barzila et à Eshkelon, ils ont eu 80 hospitalisés, ils ont eu 3 morts. Est-ce que, je veux dire que c'est des très bons chiffres. Quand vous voyez ce qui se passe en Europe, que sur une population globale, en Italie, en France, en Espagne, ils arrivent à plus de 10% de mortalité, les chiffres parlent par eux-mêmes. Alors, comment vous l'expliquez, Dominique? Comment vous expliquez ces bons résultats? En Europe, premièrement, la population est plus âgée. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, ils ont été dépassés au niveau du système médical et ils ont fait les fameuses décisions, tristes décisions, qu'il fallait décider qui intubait. Alors, nous, on n'est pas arrivé à ce triage. On a intubé tout le monde. On a eu une mini-sélection dont j'ai parlé dans l'émission précédente, qui a consisté à un peu fermer les yeux sur les maisons de retraite, ce qui fait que ça fait quand même une petite sélection parce que les gens ne sont pas sont décédés très vite parce qu'ils n'étaient pas diagnostiqués à temps. Et ça a évité d'intuber des gens très âgés. J'en ai déjà parlé, je ne veux pas revenir là-dessus, mais grosso modo, notre population est plus jeune, notre système médical est très bon, on a assez de lits, ils ont créé des unités de réanimation à Tel HaShomer, à Bellinson, avec des centaines de lits, ils n'ont pas été utilisés, au Hachem. Alors, et le niveau médical est très bon en Israël, il faut le dire. Justement, puisque vous parliez de Mahané Yeshua, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le docteur Sorkin qui nous a expliqué que la toxicité du virus était dépendante des écosystèmes et qu'en Israël, apparemment, le virus était moins toxique qu'en Europe. Ça, je pense que ça n'engage que lui de dire une chose pareille. D'accord. Je veux dire, on n'a pas le même nombre de malades qu'en Europe. C'est difficile de comparer. Moi, je pense que c'est difficile de comparer. Qu'est-ce que c'est l'écosystème? C'est la chaleur, c'est le. Je veux dire, la façon de vivre des Israéliens aussi. Pardon? Le docteur Sorkin aussi parlait de la façon de vivre des Israéliens, le mode de vie des Israéliens. À savoir. Pardon? À savoir un mode de vie qui était plutôt basé plus peut-être moins stressé que les Européens. Encore une fois, ça n'engage que le docteur Sorkin. Moi, je pense que ça n'engage que lui, parce que moins stressé, je pense qu'on est une nation très stressée. Alors juste pour parler de ce fameux déconfinement, attendu par tous et redouté par d'autres, qu'est-ce que vous en pensez, docteur Dominique Neumann? Je pense que le but était de faire le plus d'examens possible. C'est ce que je disais depuis le début. Exact. Dans toutes les interviews, vous pouvez revenir. Même ma première interview, elle a été sur l'étendard des examens. Maintenant, on arrive à près de 30 000 examens par jour, c'est ça? 15 000. 15 000. 15 000, le 15 000, le but, c'est 30 000, oui. On va arriver jusqu'à 30 000. Je veux dire, si on arrive à notre but, c'est clair que le déconfinement peut se faire de manière intelligente, dans la mesure encore où le ministère de la Santé lâche les données et nous montre les statistiques. Mais dans la mesure où c'est fait, on a ce qu'on appelle les zones rouges, c'est-à-dire que dès qu'il y a une hitparsout, comme on dit, une recrudescence de la maladie dans une ville, on la ferme plus spécifiquement cette ville-là. Et puis, si on fait beaucoup d'examens, on saura qui sera positif. Si on sait qui est positif, on l'isole et on le traite. Il n'y a aucune raison de continuer à paralyser une nation entière pour des gens qui peuvent être contaminés par la suite. Maintenant, ça ne veut pas dire que les personnes à risque, les plus de 65 ans, les maladies chroniques, etc., doivent pas faire attention et doivent sortir le moins possible, ne doivent pas faire partir du grand public. Mais en grand,
Je pense qu'il faut vraiment libérer. Oui, on parle toujours, vous en avez parlé, vous en avez débattu, ils en débattent énormément à la télé, du problème de l'économie face à la santé. Bien sûr. Je veux dire, l'économie, c'est pas moins important parce que la santé dépend de l'économie. Les gens perdent leur parnassin, les gens sont déprimés, les gens en ont marre d'être enfermés, et je pense que c'est pas moins important. Moi, je le vois aussi au milieu de mon cabinet, je veux dire, les gens viennent parler et je vois ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas continuer comme ça. Donc, si on peut mettre les populations à risque de côté, faire beaucoup d'examens, mettre de côté les gens positifs et fermer les zones rouges, ça devrait marcher d'après moi. Le déconfinement devrait marcher. Alors pourtant, certains craignent une deuxième vague. C'est-à-dire qu'ils craignent. On peut fermer le pays et rester enfermé pendant un an aussi, mais ça veut pas dire qu'ils ne prennent pas de risque, n'a rien, mais c'est clair qu'il faut faire le pour et le contre, et l'économie, la santé mentale des gens est pas moins important que les quelques dizaines de personnes qui meurent du corona. Je veux dire, c'est un petit peu dur de parler comme ça, mais c'est la réalité. Et puis, on a passé le cap. Je veux dire, on est arrivé au plateau, on est en train de descendre. C'est ça qui est important de préciser. Donc, le fameux pic, on parlait au début de la crise du corona d'un pic avec 600 morts en Israël. Donc, a priori, on aurait dépassé le pic avec moins de morts que ce qui était prévu à l'origine. Exactement. On a difficilement 200 morts. Et en plus, vous rentrez là-dedans les maisons de retraite. Alors, je veux dire, je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Donc là, on est dans la descente, en fait. C'est ça. Oui, absolument. Je l'ai dit la semaine dernière et je le maintiens. Oui, de temps en temps, il y a un petit pic, mais c'est pas ça qui doit nous retirer notre assurance. Ouais, donc, le directeur du ministère de la Santé, Moshe Simantov, a parlé d'une possible rechute en hiver. C'est quelque chose que... Il a aussi parlé de milliers de personnes Mounchamim au départ, et j'avais dit à votre collègue, à Daniel Haïk, que je pense qu'il est en train de faire de l'hystérie pour faire peur aux gens pour rester chez eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elohim Gadol, on verra ce qui se passe en hiver. C'est un virus qui a priori un virus respiratoire. Alors, comme un virus respiratoire, il peut se comporter comme la grippe. Et la grippe recommence en hiver. Maintenant, même si on trouve un vaccin, c'est pas sûr qu'est-ce qui va se passer avec ce vaccin. Parce que vous voyez bien que la grippe, on vaccine chaque année. Donc, on part du fait que l'immunité à longue échéance ne tient pas vraiment bien la route. Mais tout peut être possible. On peut aussi imaginer que c'est un virus qui, comme l'herpès virus, est rentré, reste dans le corps jusqu'à la fin de votre vie, et que de temps en temps, il remonte le bout de son nez, comme par exemple l'herpès virus. On peut imaginer énormément de scénarios. Je veux dire, pas forcément celui de la grippe de l'hiver. On peut parler comme le virus de l'herpès, on peut parler comme le virus de cytomégalovirus. On voit beaucoup de modèles dans ce virus. On ne sait pas. Alors justement, docteur Neumann, alors on ne sait pas. On sait très bien que le vaccin va mettre encore beaucoup de temps à arriver. Mais je ne sais pas, vous n'avez pas vu hier soir 3000 personnes se sont portées volontaires à recevoir ils ont commencé déjà à donner un vaccin aux États-Unis. Donc c'est sur 3000 personnes. Alors, ces 3000 personnes, c'est déjà passé au stade de l'étude humaine, ce qui est un stade très avancé pour un vaccin. Après, ces gens qui ont reçu ce vaccin vont être en face du virus, on va les mettre en face du virus et on va voir leur réaction. Maintenant, si ça se passe bien, c'est plutôt optimiste, Vous êtes plutôt optimiste. Eh bien, écoutez, tant mieux. Non, moi, la question que je voulais vous poser, c'était plutôt de savoir si, voilà, vous parliez de, est-ce que ça va se comporter comme la grippe, est-ce que ça va se comporter comme un autre, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui essayent d'étudier, parce qu'il paraît qu'il y a des études dans le monde entier qui sont faites et qu'il y a une grande collaboration entre les chercheurs. Est-ce qu'il y a une avancée parallèlement à cet essai sur les hommes pour ce vaccin? Est-ce qu'il y a des études qui ferait qu'on connaîtrait mieux ce coronavirus prochainement? On le connaît du point de vue moléculaire. Du point de vue clinique, on est en train de le découvrir.
C'est ce que je vous ai dit précédemment Ok. dans sa manière de se comporter. Mais qu'est-ce qui va se passer après le vaccin? Qui va développer des anticorps, par exemple? On dit toujours que les vieux doivent se faire vacciner contre la grippe. Mais d'un autre côté, je vous le dis entre nous, les personnes âgées développent beaucoup moins d'anticorps que les personnes jeunes. Alors, on le donne. On est obligé de le donner, mais ça ne veut pas dire que leur immunité est très élevée. Ils développent beaucoup moins d'anticorps que les personnes jeunes et c'est eux qui sont la population la plus à risque. Alors, comment ça va se découpiller avec tout ça, je ne sais pas. Ok. Bon, en tout cas, merci pour votre franchise. Je veux juste dire une chose, si vous me permettez. Bien je veux sûr. rendre hommage, pas rien qu'à tous ceux qui sont décédés, et plus spécifiquement à quelqu'un qui a énormément aidé dans le monde de la médecine, et c'est le Rav Haber. J'ai reçu son décès personnellement comme une grande détresse pour moi-même en tant que médecin, parce que c'était un homme hors pair qui aidait énormément les malades. Moi, j'ai eu affaire à plusieurs reprises à lui. Il m'a toujours aidé. Il répondait toujours gentiment. C'est un francophone? Il n'est pas francophone. Non. Il n'est pas francophone. Je ne Mais le connais pas on peut parler quand même personnellement. à Qualita des noms francophones. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais on ne le connaît pas, donc je vous pose la Vous le question. connaissez pas. Il était médecin, Non. il avait une spécialité? Non, il était transplanté rénal Ah lui-même. oui, mais bien sûr. Et quand il a vu la détresse d'un enfant qui était à côté de lui quand il l'a reçu, il a décidé de Oui, c'est celui qui avait fait l'association pour qui le permettait... Matana Traim. Matana Traim. Ok. Et D'accord. cet homme m'a aidé à sauver des malades à moi. Il m'a donné des reins dans il encourageait le don altruiste. Il m'a donné des reins pour des personnes qui étaient en fin de parcours relativement rapidement. Il connaissait bien les malades, il connaissait tous les détails des malades exactement comme un médecin. Je veux dire, quand je parle avec un médecin qui connaît un malade, on s'échange plein de données. Et lui, il était comme ça sans être médecin. Zichrono livracha. Très bien, merci d'avoir Il a rappelé fait son souvenir. énormément. C'est important, c'était une personne en effet très importante dans le milieu médical israélien, même s'il n'était pas médecin, mais en tout cas qui a aidé de nombreuses personnes, qui a sauvé de nombreuses vies. Voilà. Absolument, absolument. Voilà, merci En beaucoup. tout cas, merci beaucoup, docteur Dominique Neumann. Je vous en prie, À faites bientôt. attention à vous. Mais une chose très importante, déconfinement, mais il faut garder Les masques. les règles les masques, les 2 mètres et se laver les mains. Et Ouais. les gants, si c'est possible. Très bien. Ok, on suivra vos conseils, ne Parce vous que inquiétez c'est pas. grâce à ça qu'on peut, je pense que c'est plus la distance sociale qui aide que le confinement à ce stade-là. Très bien, D'accord, merci ok, beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, À au bientôt. revoir. Bonne journée. Au revoir, une bonne santé. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilli et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.